Bonjour tout le monde, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre première session intitulée Le fardeau financier de la maladie rénale. Je suis Daisy Escoto et je suis responsable des soins rénaux pour la branche Northern Alberta and the Territories de la Fondation du Rhin basée à Edmonton. Le format de cette séance est celui d'une conversation comme une discussion au coin du feu et nous répondrons aux questions et aux commentaires tout au long de la séance. Pour des raisons de confidentialité et pour que nous, modérateurs, ne les manquent pas, nous vous demandons de ne pas afficher de questions dans le chat. Veuillez plutôt les soumettre par l'intermédiaire de la boîte de questions-réponses située en dessous de ce panneau vidéo. Nous allons aborder certains aspects du fardeau financier des patients atteints de maladie rénale, mais veuillez noter que nous ne pourrons pas entrer dans les détails des programmes et services spécifiques au cours de cette session, car la plupart des programmes sont provinciaux et les services diffèrent d'une province à l'autre. J'aimerais maintenant vous présenter notre modérateur pour cette séance, Joe. Les reins de Joe ont lâché pour la première fois il y a plus de 15 ans lorsqu'on lui a officiellement diagnostiqué un lupus érythémateux disséminé, LED. Depuis, il vit avec différents stades de IRC et d'IRT. Joe a l'expérience de l'hémodialyse en centre et de la dialyse péritonéale, qu'il s'agisse de DPA et de DCPA. Actuellement, il reçoit ses traitements à l'hôpital par voie nocturne. Il est un peu surfeur de canapé et voyage beaucoup dans le sud de l'Ontario pour son travail et ses loisirs. Il travaille à temps partiel comme consultant technique indépendant et étudie en vue d'obtenir un diplôme en sciences de la vie. Il fait du bénévolat comme aidant et animateur de groupe auprès de la Fondation du Rhin et est bien sûr un patient à temps plein aussi. Merci, John. Bonjour, Daisy. J'apprécie cette présentation. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le début de notre séance aujourd'hui. Donc, nous avons deux conférenciers avec nous. La première, Corinne McMath. Corinne travaille pour le Regional Kidney Care Program de Simcoe Muskoka à Orillia depuis 1999. Elle est également championne des soins palliatifs cliniques pour l'Ontario Renal Network et est actuellement présidente de l'Association canadienne des travailleurs sociaux en néphrologie ou le CANSW. Et Nanette Durand, qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille comme travailleuse sociale depuis plus de 25 ans, principalement dans les domaines de soins de santé et de la violence familiale. En plus de travailler avec les services de santé de l'Alberta dans le cadre du programme de néphrologie, elle travaille également comme animatrice de groupe avec la JOC de Calgary. Elle est assistante sociale agréée par l'Alberta College of Social Workers. Elle a obtenu une maîtrise en travail social à l'Université de Calgary et elle travaille actuellement à l'obtention de sa certification en thérapie assistée par les équidés. Alors, elle n'aura peut-être pas le temps d'en parler trop aujourd'hui, mais ça a l'air intéressant. Alors, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et sur ce, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous dire que le sujet aujourd'hui sera de vivre avec la maladie rénale, mais surtout de regarder quelles sont les difficultés financières que rencontrent les patients. Alors, on va commencer à définir ce problème et on va parler un peu de ces problèmes financiers auxquels les patients doivent faire face. Merci beaucoup, Joe. Nous voyons beaucoup de patients qui doivent arrêter de travailler ou travailler à heures restreintes à cause de leur maladie rénale et au fur et à mesure que la maladie progresse, ils commencent la dialyse, ce qui modifie également leur horaire et ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils gagnaient auparavant. Donc, les patients, non seulement ont à s'habituer aux revenus diminués, mais également aux coûts accrus de leurs soins de santé. Donc, parfois, cela crée de l'anxiété, de la dépression, ce qui rend encore plus difficile la gestion des responsabilités. Parfois, il y a également des coûts imprévus de diagnostic où les patients n'ont pas de plan médical, s'ils n'ont pas de couverture médicale grâce à
plan provincial ou un employeur ou n'ont pas la chance de bénéficier de réductions au niveau provincial. Plusieurs personnes voient également des augmentations du coût de la vie, comme beaucoup d'entre nous. L'épicerie, le loyer coûte plus cher. Et les choses les plus élémentaires de la vie coûtent plus cher et il y a des coûts également associés à la maladie. Et si vous avez besoin de commencer la dialyse, et même lorsque vous entrez dans une clinique, il y a des coûts pour le transport vers l'hôpital ou la clinique. Par exemple, il n'y a peut-être pas d'unité de dialyse près de chez vous, ou s'il y a peut-être une liste d'attente pour cette unité. Si vous ne pouvez pas faire une dialyse à la maison, vous choisissez de ne pas le faire. Il y aura peut-être des frais de déplacement et des frais de stationnement. Si vous êtes couvert par votre province, c'est peut-être couvert pour vous, mais si vous êtes né ou travaillez, ces coûts ne le sont peut-être pas. Et je regarde certaines personnes dans nos régions à qui cela coûte 75 $ pour se rendre pour une dialyse. Oui, plusieurs fois par semaine, ça va vite. Oui, c'est important. C'est presque 1 000 $ par mois. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais probablement que pour certaines personnes qui sont capables de retourner au travail, parfois elles ne peuvent pas le faire à cause de la nature de leur travail. Nous avons eu des patients qui travaillaient dans des communautés éloignées et la plupart des centres de dialyse dans ces endroits au moins de lits ne sont pas capables de les recevoir. Donc, ça les empêchait de retourner au travail. Et autre point financier, ce ne sont pas seulement les patients qui goûtent à ces diminutions de salaire. Souvent, ce sont les membres de la famille qui aident ces patients. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, qui s'additionnent et qu'on oublie souvent dans nos discussions, mais qui sont importantes à considérer. Oui, oui, je pense que tous ceux qui ont une maladie rénale et qui ont une famille peuvent en témoigner. Ça touche toute l'unité familiale. Même si ce n'est pas la seule chose qui a un impact sur la famille, ça demande beaucoup de temps pour aller au rendez-vous. Donc, tout cela pour résumer que, bon, parfois les gens ont arrêté de travailler. Je sais que moi, personnellement, j'ai dû arrêter de travailler quand j'ai eu un problème rénal. Ensuite, j'étais travailleur autonome et et même avant d'avoir mon insuffisance rénale, j'avais certains symptômes, j'étais fatiguée, les toxines s'accumulaient dans mon sang et je n'étais pas aussi en forme pour travailler, donc je ralentissais. Alors, vous ralentissez le travail, vous en faites moins que vous en faisiez habituellement et finalement, vous vous retrouvez à l'hôpital. Puis ensuite, vous devez passer 3 jours par semaine, aller en dialyse. C'est épouvantable. C'est beaucoup de choses tout d'un coup. Mais peut-être quelques centaines de dollars de médicaments chaque mois aussi. Le stationnement et au centre-ville de Toronto, c'est à 12 $ de l'heure ou quelque chose du genre. Il n'y a pas de rabais. Donc, oui, de mon expérience personnelle, je sais qu'il y a beaucoup de frais non attendus et qui, en fait, s'ajoutent au fait que vous deviez réduire vos heures de travail. Donc, ce sont des moments difficiles, surtout que vous devez apprendre à réapprendre à vivre. Alors, je vais prendre un moment pour rappeler à tout le monde que vous pouvez envoyer vos questions-réponses dans le volet Q&R et nous allons vérifier à l'occasion s'il y a des questions au fur et à mesure que nous allons progresser dans cette session. Tout ce que nous disons maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, envoyez-les dans le volet QR et on prendra le temps d'y répondre. Donc, on a parlé des problèmes, de différents facteurs
qui pouvait générer une certaine détresse financière. Donc, quels seraient les conseils que vous donneriez aux gens qui ont à faire face à tout cela? Euh, J'allais simplement dire que nous recommandons toujours de parler avec vos travailleurs sociaux, les responsables des unités de dialyse. Parfois, il existe des programmes, mais peut-être pourrez-vous vous qualifier dans ces programmes. Et selon mon expérience, c'est beaucoup plus facile de commencer dès le début du processus, plutôt que de payer de votre poche et ensuite essayer de vous faire rembourser. C'est généralement beaucoup plus complexe. Donc, si c'est possible, faites appel au service dès le départ et on pourra vous aider. Les autres recommandations, c'est de ne pas attendre que les choses empirent et que ça devienne un peu hors contrôle et ingérable. Nous avons eu un appel de membres de la famille d'un patient récemment pour des questions financières et nous avons regardé quelles étaient les options disponibles pour cette personne. Et l'une des options était un certificat pour obtenir un crédit d'impôt. Et quand on a terminé, on en a discuté et bon, ils auraient pu y avoir droit il y a plusieurs années, mais ça n'avait pas été complété. Donc, il y a eu des problèmes. Quand est-ce que la personne aurait pu recevoir comme aide financière et tout cela a créé des difficultés financières. Donc, c'est impossible, c'est très possible de demander dès le départ, de sorte qu'on puisse vous aider dès le début. Oui, j'ai quelques autres exemples. Un patient un jour qui a commencé à prendre son médicament pour sa greffe, avait eu des changements au niveau de son emploi, et au niveau de sa couverture d'assurance médicaments. Il avait peur de ne pas pouvoir se payer les médicaments pour la greffe. S'ils avaient demandé de l'aide dès le début, on aurait pu adopter de nouvelles stratégies dès le départ et lui permettre d'avoir sa greffe à temps. Un autre moment, on avait un patient qui n'était pas en mesure de faire son travail à la maison. Mais les choses sont allées au point où les voisins ont commencé à se plaindre de l'odeur de cet appartement, alors qu'il aurait pu avoir de l'aide. Donc, il y a plusieurs choses à faire avant d'être dans l'eau chaude, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est vrai, je vois vraiment. Et surtout, quand on ne se sent pas très bien et on revient à la maison après une dialyse, on n'a pas l'énergie pour entreprendre nos tâches ménagères, surtout quand on vit seul. Donc, ouais, c'est épouvantable, c'est tragique de voir qu'on doit laisser passer une greffe pour des considérations financières. Enfin, au Canada, et on peut avoir beaucoup d'aide, beaucoup d'appui. Aux États-Unis, les gens parfois doivent faire un choix entre leurs finances et leur santé. Et ça, c'est épouvantable. Ils ne sont même pas capables d'avoir le médicament dont ils ont besoin. Oui, et ils auraient pu approcher leur équipe soignante beaucoup plus tôt et on aurait eu des solutions pour eux, mais je pense qu'ils étaient submergés, il y avait beaucoup de changements dans leur vie et ils n'étaient pas à l'aise. Donc, on encourage les gens à communiquer parce que parfois, le côté financier peut avoir des effets tragiques. Oui, et comme tu l'as dit, il ne faut pas attendre avant d'aller vers les autres. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais s'il y a une solution que peut-être on ne connaît pas. Je sais que moi, la deuxième fois plutôt, lorsque j'ai eu des problèmes, vous avez parlé du crédit d'impôt pour handicap et j'ai regardé tout cela et je suis allée à la clinique. J'ai demandé au praticien de remplir le document pour moi et elle l'a rempli euh, de sorte que c'était difficile pour moi de me qualifier. Alors, parfois, il y a des patients qui n'ont pas suffisamment d'heures, ils sont à la limite, ils ne se qualifient pas. Bon, alors,
En fait, c'est l'une des choses qui m'a amenée à aller avec mon équipe de travail social ainsi que la Fondation Durand. Celle-là, je crois que j'ai appelé en premier. Alors, eux, ils savent si les patients se qualifient ou pas. Et tout ça m'a amené ici. Donc, bon, finalement, c'est bon. Mais oui, j'étais capable de payer ma travailleuse sociale et on a rempli le formulaire et elle m'a dit, non, non, c'est sûr que toi, tu qualifies pour ça. Donc, elle a travaillé avec l'équipe médicale, s'est assurée que les documents étaient remplis de la bonne façon afin que je puisse profiter de ces crédits. Et ils m'ont aidé à me qualifier. Get into that in the next Oui, question. on va probablement en parler dans la prochaine question lorsqu'on va parler de notre rôle, mais parfois, on a des petits trucs. Et bon, ça fait si longtemps qu'on existe pour savoir comment remplir les formulaires. Il y a des gens qui ont été voir des agences privées pour les faire remplir ce formulaire. Ils sont obligés de payer. Et bon, c'est pas seulement pour les crédits d'impôt, pour les handicaps, il y a d'autres choses aussi. Alors, tout le monde devrait avoir accès à un travailleur social dans le programme et ils vont pouvoir vous aider. Ils ne vous factureront pas pour vous aider à remplir ces formulaires. Oh, tout récemment, j'ai eu une expérience avec ce rabais d'impôt pour les handicaps. Quelqu'un avait rempli les formulaires, mais il n'indiquait pas que le patient satisfaisait aux critères en se basant sur le nombre d'heures. Alors, parce que nous, on s'est impliqués, j'ai pu renvoyer ça au néphrologue et demander plus de documentation et fournir les critères pour le nombre d'heures pour que, bon, le médecin puisse inclure toutes les heures pertinentes et ça a permis aux clients de se qualifier pour ce rabais d'impôt. Oui, il y a quelques années, ils ont changé les formulaires pour que ça ressemble plus euh, à des formulaires plus faciles à remplir. Bon, ils nous avaient demandé à la Fondation du Rhin pour nous aider. Et ensuite, on a réglé ce problème et on a trouvé une solution pour cela. Je pense que si les patients le font seulement quelques fois la dialyse par semaine, ils ne se qualifieront pas. La plupart des autres patients, eux, vont se qualifier. Alors, je remercie la Fondation du Rhin pour leur appui à ce moment-là. Great. Well, like you said, maybe Bon, we're getting comme a tu as dit, peut-être qu'on est un peu en avance, mais on peut passer au sujet suivant. Alors maintenant, on peut parler de c'est quoi exactement une travailleuse sociale du Rhin et qu'est-ce qu'elles font? Alors oui, une travailleuse sociale du Rhin fait partie de l'équipe multidisciplinaire à laquelle vous avez accès. Alors, les programmes fonctionnent partout au Canada. Il y a des néphrologues, bien entendu, des infirmières, des nutritionnistes, pharmaciens et une travailleuse sociale. Et tout le monde y a accès. Je dirais pas tout le monde, mais la plupart des gens dans les cliniques de soins du rein et aussi lorsque vous êtes sur la dialyse ou et je pense que pour les greffes du rein aussi, vous avez automatiquement accès à ces gens-là. Tous ces gens sont importants pour votre santé, mais le patient et bon, vous, là, c'est vous qui dirigez cette équipe. Directing, Et vous jouez un rôle important pour diriger comment vous voulez que votre traitement avance. Nous, on est là pour fournir l'information, l'éducation, l'appui, mais en Ontario, ce qu'on dit, c'est que vous dirigez vos buts. Nous pourrons ensuite aider avec les ressources qui sont disponibles. Alors, nous pourrons être un guide durant votre cheminement, mais c'est votre cheminement. Une des choses dont on parle, c'est les déterminants sociaux de la santé. Et ils sont importants à considérer lorsqu'on parle de comment les gens gèrent. Et les déterminants sociaux de la santé sont des choses comme le revenu, le logement sécuritaire, le transport, l'accès à la nourriture nutritive, l'accès aux soins de santé de qualité. Il y en a plusieurs autres. Mais on a déjà parlé de plusieurs de ces facteurs. Mais par exemple, lorsque vos revenus diminuent et vous ne pouvez pas payer pour vos médicaments ou vos aliments spécialisés, eh bien, votre santé en souffre. Si vous ne pouvez pas aller subir vos traitements, ben, votre santé va diminuer. Si vous ne pouvez pas payer votre logement, bon, l'électricité, le logement, alors de nos jours, payer le loyer ou les coûts reliés à l'hébergement, bon, le téléphone, Internet, ça peut prendre 80 à 90 de votre revenu, ce qui ne laisse pas grand-chose pour les médicaments et la nourriture. J'ai un groceries right patient, il sacrifie son épicerie parce qu'ils ne veulent pas être en retard dans leur loyer ou dans leur facture d'hydro. so there are again some programs that we Alors, une can fois de plus, il y a des programmes auxquels vous avez accès pour appuyer ce genre de problème.
sometimes there's not always a solution to these problems. The disability Parfois, il n'y a income is pas toujours de solution. Le revenu pour personnes handicapées n'est pas toujours suffisant et c'est un problème de revenu. On l'a vu durant la COVID où les gens faisaient plus d'argent et ils s'imaginaient qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, ce qui a causé à d'autres, ce qui a causé d'autres problèmes. On espère voir plus d'augmentation dans les rentes pour les handicaps dans les provinces, groceries to mais de pay. sacrifier les épiceries pour payer les logements et l'hydro. Il y a plusieurs gens qui font ça en ce moment. Alors, votre travailleuse sociale est une de vos ressources. Il y a aussi des programmes alimentaires, des cuisines populaires. C'est plus que comme un centre communautaire. Kidney Des rabais Foundation. pour l'hydro, bon, le fonds pour le soin des reins, des suppléments pour le loyer, des rabais d'impôts, le crédit d'impôt dont on a parlé. Je ne peux pas être trop spécifique à propos de ces ressources-là parce que c'est différent d'une province à l'autre, mais on vous encourage à contacter votre travailleuse sociale pour une consultation. Et si vous ne connaissez pas votre TS, votre travailleuse sociale, contactez votre médecin ou votre infirmière et certainement, ils pourront vous aider à la contacter. Et juste pour continuer tes commentaires plutôt, Karine, à propos de l'importance du patient qui dirige, si on peut dire, cette équipe de soins, parfois, parce que ces programmes peuvent être assez compliqués, souvent, il y a une tendance pour les patients de vouloir demander au travailleur social de faire le travail pour eux. Et peut-être qu'il y a un peu de sentiment de résistance de la part des travailleurs sociaux. Bon, moi, je suis là pour t'appuyer de toi, pour naviguer dans ces programmes. Et on a une raison pour faire cela. Récemment, j'ai eu une expérience où, une fois de plus, je donnais de l'appui pour le patient pour naviguer dans une partie difficile de ces programmes. Mais en fin de compte, c'est le patient qui a fait le travail. Et d'avoir cette expérience, c'est très automisant pour le patient. Ça bâtit la confiance du patient. Le patient est capable d'indépendamment faire cela seul et n'a plus besoin du même niveau de soutien. Alors, faire la promotion de cette indépendance, c'est important. So Merveilleux. J'entends comment, bon, dans des situations plus difficiles, ça peut avoir un impact sur votre santé. Et le fardeau financier commence à avoir un impact sur tous les aspects de votre vie, pas seulement les médicaments, pas seulement votre style de vie, mais vos conditions de vie, votre régime, tout ceci est interdépendant et ça pèse sur vous d'une manière ou de l'autre. Bon, les fardeaux financiers peuvent vous nuire autant que de ne pas avoir de traitement ou de médicaments. Et je suis sûr qu'il faut parler aussi de santé mentale pour les patients. Bon, la détérioration dans votre qualité de vie ou la détérioration dans vos conditions de vie. Manifestement aussi, je suis sûr, si ça continue, ça pourrait avoir un impact sur votre santé mentale. Oui, on a parlé de ceci. Bon, il y a un deuil associé avec la perte de la santé, possiblement la perte de votre sens d'estime de soi, si vous n'êtes plus capable de travailler ou de gagner le pain, d'être un gagne-pain, et ceci peut mener à l'anxiété. Bon, on a tous senti ça durant l'isolation de la COVID, et si cela continue, vont peut-être mener à la dépression et pire. Alors, une fois de plus, les interventions précoces sont très importantes. Bon conseil. Je vois que d'autres questions sont arrivées. Peut-être que ce serait un bon temps de regarder les questions avant de continuer avec les autres sujets. Première question, je vais la lire, c'est: je ne fais que commencer mon cheminement pour la néphrectomie. C'est dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi a l'air l'avenir pour l'instant. Je devrais aller voir un néphrologue au mois de juin. Est-ce que je devrais faire quelque chose maintenant? Moi, je suggérerais oui. Vous faites une des bonnes choses. C'est en bondissant sur ce forum des patients et de rencontrer d'autres gens et j'espère que vous allez participer à d'autres séances et vous rendre compte jusqu'à quel point les gens peuvent être positifs une fois qu'ils ont de l'aide avec un réseau de pairs et d'apprendre à propos de votre maladie. Bon, ce que plusieurs personnes font lorsqu'ils vont voir le médecin, ils commencent à transporter un dossier pour qu'ils puissent faire le suivi de tous les documents, commencer à écrire des questions qu'ils peuvent avoir. If you're on the Kidney Foundation website, Et si vous êtes sur le site web du Fondation des reins,
Il y a les manuels pour le rein qui sont très importants. Celui que vous voudriez regarder en ce moment, le cahier, c'est celui avec quoi faire lorsque j'ai des fonctions rénales diminuées. Et moi, je rajouterais seulement que lorsque vous rencontrerez votre néphrologue, posez toutes les questions que vous avez. Toutes les questions sont des bonnes questions. Et selon moi, les néphrologues sont très bons. S'ils ne sont pas capables de répondre à vos questions, ils vont vous faire contacter les bonnes personnes. Alors, amenez toutes vos questions. Le néphrologue va vous diriger vers les bonnes ressources et j'espère que, bon, s'il y a des questions qui demeurent, cette information-là vous sera fournie. Et je suggérerais aussi d'amener une personne ressource, une personne pour vous aider. Si vous êtes nerveux, peut-être que vous allez oublier certaines questions ou ne pas retenir toute l'information. C'est toujours bien d'avoir des amis ou des parentés, des gens que vous aimez. Eux aussi, ils s'inquiètent pour vous et c'est important qu'eux comprennent ce qui se passe et ils peuvent vous aider à vous soutenir durant cette réunion. Bon conseil. Le prochaine question, c'est plus un commentaire qu'une question, là, mais TELUS a un rabais pour les ordinateurs et l'Internet qui s'appelle l'Internet pour le bien en Colombie-Britannique ou en Alberta, ou si vous êtes AISH, en tout cas, c'est un programme de soutien en Alberta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme-là, mais pour les gens qui sont à faible revenu ou AISH. Oui, je suis sûr que Nanette en a entendu parler. Oui, de façon surprenante. On n'en parle pas souvent. Dans mon expérience, je trouve que les patients sont souvent, ils en connaissent plus que moi à propos des ressources disponibles. Celle-là, j'en ai pas souvent entendu parler. Bon, le revenu garanti pour les gravement handicapés, le AISH, mais plus on parle de ces choses-là, plus on parle avec les uns les autres, avec votre équipe de soutien, on peut mieux s'aider les uns les autres. Oui, on a entendu parler de... Bon, il y a le programme de Rogers qui est très similaire. Bon, ça coûte moins cher pour l'Internet, des choses comme ça, mais c'est seulement disponible dans certaines provinces. C'est peut-être pourquoi on n'est pas au courant. Mais une fois de plus, bouche à oreille, bon, les patients entendent parler de programmes et ils nous en parlent s'ils ont entendu parler de ça à propos avec d'autres patients. Ils sont peut-être admissibles pour quelque chose ou ils ont entendu parler d'un programme et nous, on n'en a pas parlé, mais un autre patient va leur en parler et c'est toujours bien comme ça. Ils sont pleins de ressources, très débrouillards et ça nous aide nous-mêmes à apprendre quels sont tous les programmes qui sont disponibles. Bon, c'est tout pour les questions dans l'onglet des questions, mais continuons avec le prochain sujet. Juste un rappel, mais c'est excellent. Les gens qui écoutent encore, sentez-vous bien libre de continuer à intégrer des questions dans l'onglet questions-réponses et on aura aussi du temps à la fin pour y répondre. Alors, on a parlé des différents problèmes, certaines choses qui peuvent être faites, comment la travailleuse sociale s'intègre dans toute cette équipe, mais continuons. J'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce que certaines personnes ne demandent pas d'aide lorsqu'elles en ont besoin? Bon, on a toujours, chacun d'entre nous avons connu une situation comme ça. Peut-être on était trop obstiné, trop fier. Pourriez-vous parler de ce phénomène des gens qui ne demandent pas d'aide? Oui, certainement. C'est assez fréquent que des gens s'imaginent être capables de tout faire seuls ou qui n'ont pas besoin d'aide ou peut-être qu'ils veulent être indépendants parce qu'ils sont tellement habitués à être indépendants. Bon, j'ai toujours été capable de le faire tout seul, alors je continue à le faire tout seul. Peut-être qu'ils ont mal à l'aise pour demander de l'aide. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il pourrait aussi y avoir un certain stigma associé avec la demande d'aide. On en a déjà parlé. Et aussi des considérations culturelles à propos de demander de l'aide pour des choses comme les finances. Et comme on l'a dit plus tôt, parfois les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un programme de soutien pour leurs besoins. Ou peut-être qu'ils ont essayé dans le passé et ils n'ont pas eu de bonnes expériences. Alors, ils se sentent découragés à propos de recommencer. Et on a parlé de comment ces systèmes sont parfois très complexes et ça peut être assez lourd. Et aussi, certains individus n'ont pas eu de relation positive avec le système de soins de santé ou bon, les travailleurs sociaux, ce qui peut être un obstacle pour avoir accès
aux services à l'avenir. Alors, notre espoir, c'est qu'on peut bâtir des relations de confiance et d'avoir des connexions avec toute l'équipe et avec le patient. Nous essayons, bon, durant ce webinaire et grâce au service, et on se rend compte que tout le monde a accès. Bon, il faut normaliser le besoin d'aide. Tout le monde peut être dans une situation dans leur vie où ils auront besoin d'aide. Et lorsque vous êtes dans une position, vous pouvez aider les autres et que vous donnez, bon, par exemple, il y a un patient qui s'est offert de l'aide pour l'hydro et le loyer. Elle a refusé au début. Bon, elle voulait se débrouiller toute seule. Et leur mère leur a dit que ils avaient donné aux œuvres caritatives auparavant dans les années précédentes. Et cette fois-ci, c'était le patient qui avait besoin d'aide caritative. Alors, il n'y a aucune honte à recevoir de l'argent alors qu'on en a donné. Alors, le patient s'est dit, ah oui, c'est vrai, je peux demander de l'aide. Alors, elle m'a retéléphoné, elle m'a dit, OK, allons-y. Et on a pu, grâce à un programme en Ontario, d'avoir accès à de l'aide pour cette situation-là. Cet effet-là a aidé cette personne-là à payer d'autres comptes. Alors, reconnaître qu'il y a un problème de revenus dans ce pays, comme on dit, dans le monde en général, bon, le revenu pour les handicapés, aussi créatif que vous soyez, c'est peut-être pas suffisant pour vivre et payer toutes vos dépenses. Alors, c'est un problème politique, c'est pas personnel, il faut pas le prendre perso. Definitely. I think that's a really wonderful story. Très belle histoire, oui. A very good what goes around comes around Oui, story. si on donne aux autres, éventuellement les autres vont nous donner. This patient was, or the family member was able to Et c'est bien qu'un membre de la famille a pu rappeler à ce patient-là que ah, tu as déjà donné à des œuvres caritatives. C'est à ton tour maintenant de subir la charité des autres, si on peut dire. all have those times. On a tous ces journées ou ces moments dans notre vie. Alors, c'est merveilleux. Et ensuite, ce patient a pu obtenir l'aide dont il avait besoin grâce à ses conseils. Merveilleux. I certainly can think that there's definitely lots of times where I've sort of felt the Il y a same way. sûrement des moments dans ma vie où je me suis senti de la même façon, comme par exemple lorsque j'étais I was self-employed when my kidneys failed for the euh, second time, and it was very acute. Very travailleur autonome et lorsque je suis tombé malade, c'était difficile pour moi. À ce moment-là, transition over to a provision j'ai fait une transition vers un programme pour les handicapés, alors j'ai pu avoir de l'aide. have a long-term disability plan through work or anything like Je n'avais pas d'invalidité, I can definitely d'assurance invalidité à long terme. feeling Alors, je peux comprendre ces émotions. J'ai déjà vécu ça. you're not contributing and On a l'impression qu'on ne contribue pas assez ou que... yeah, it's challenging. Oui, c'est un défi. Et c'est pourquoi se réunir, avoir des discussions comme celle-ci, c'est très important pour normaliser ces situations et d'enlever les stigmates qui pourraient venir avec ce genre d'émotions. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Alors, elle est un petit peu longue. J'ai 30 ans et ma mère de 64 ans a l'insuffisance rénale chronique. Elle va se faire hémodialyser 3 fois par semaine, environ une demi-heure de route de où nous habitons. J'ai quitté mon emploi pour m'occuper d'elle à temps plein puisque je vis avec ma mère. Je me sentais très débordé au travail. Je me suis rendu compte que ma mère avait besoin de moi plus que je pensais. Est-ce qu'il y a de l'aide financière pour les aidants naturels, pour les gens qui sont dans ma situation? Dans ce genre de scénario, bon, ce scénario est assez fréquent dans ma pratique, en tout cas. C'est assez fréquent que les membres de la famille vont fournir énormément d'aide pour la personne aimée, bon, la personne qui est dialysée, et surtout les coûts de transport, des choses. Alors, la première chose que j'ai eue en tête était que le Disability Tax Credit Certificate, le certificat pour le rabais, le crédit d'impôt pour les handicaps, bon, c'est au niveau fédéral. Et avec ce programme, si vous êtes un soignant naturel et qu'une personne est dialysée, vous pouvez souvent recevoir ce crédit d'impôt. Bon, ce que le patient n'est pas capable d'utiliser pour vous, bon, le reste va être appliqué à vos impôts pour fournir ce crédit d'impôt. C'est une chose qui m'est notable. Et pour ce qui est des avantages pour le soignant, ce programme exige un examen médical fait par un néphrologue
Alors, c'est vraiment une discussion à faire avec le néphrologue, parce que c'est le néphrologue qui doit fournir cette clarification. Alors, je vous encouragerais d'avoir une discussion avec votre néphrologue à propos de cette situation-là pour ce programme. Il y a un patient récemment qui l'a fait. J'ai vu comment le médecin a rempli le formulaire et j'espère que ce patient va pouvoir obtenir ce crédit d'impôt. Great. I like hearing all the patient stories. The examples are very helpful. And I just want to add one other story, kind of. Oui. Je voudrais ajouter une autre histoire à ce sujet, un autre patient que j'ai aidé pendant plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui hésitait aussi à accepter de l'aide et qui avait beaucoup de compassion envers d'autres patients, se disant qu'ils avaient besoin de plus d'aide que lui. Et ce que j'ai dit à cette personne, c'est juste en blaguant avec elle, c'était que s'il ne demandait pas d'aide, eh bien, il causait des problèmes à mon emploi parce que moi, je fournis des formations aux gens. Et ils ont trouvé ça drôle. Et en tout cas, j'ai passé le message. Et la prochaine fois, elles m'ont téléphoné et elle m'a dit, « Je ne veux pas que tu perdes ton emploi, là, alors je t'appelle pour te demander de l'aide. » On ne peut pas faire ce genre de blague avec tout le monde, mais avec cette personne-ci, elle a bien That's pris. awesome. Really great way to Merveilleux, excellente façon de to passer le connect with message. patients and get them laughing yeah, that's Mon, une bonne idée de les faire rire, mais en prenant quelque chose d'important. for now. So Bon, alors, on a répondu à toutes les questions. On espère qu'on va avoir d'autres questions. before that, we were Alors, avant ça, about on parlait we were talking about why people don't reach out for de help. pourquoi les gens ne demandent pas de l'aide Perhaps they should. et peut-être pourquoi ils devraient demander de l'aide. Carrying on from that Mais theme, pour we continuer, can talk about some of the peut-être potential qu'on pourrait parler consequences des of not conséquences asking. potentielles de ne pas demander de l'aide. Alors, que peut-il se produire? Qu'est-ce qui arrive si on a besoin d'aide et qu'on n'en demande pas? Il y a peut-être de l'aide pour le patient, mais l'équipe de traitement ne sait pas qu'ils en ont besoin parce qu'ils n'en parlent pas. Et ce qui se produit, bon, on en a déjà parlé, les problèmes vont tout simplement continuer à s'accumuler et ça pourrait s'empirer et la situation pourrait s'envenimer. Bon, comme le patient qui avait arrêté de prendre ses médicaments pour la greffe parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'aide et il a perdu sa greffe à cause de ça. C'est un effet assez horrible. Ou s'ils accumulent beaucoup de dettes sur leur carte de crédit, il y aurait eu un programme pour aider au début avec cela. Bon, il y a des patients qui ont dû faire faillite, des choses comme ça. Et aussi, avec les déterminants sociaux de la santé, certainement, on peut tomber plus malade si on ne demande pas de l'aide. Bon, par exemple, si vous n'êtes pas capable de prendre vos médicaments tels que prescrits ou de respecter ce régime, eh bien, ceci va avoir un impact sur votre santé et éventuellement aussi sur votre santé mentale. Absolutely. Yeah, and to Oui, piggyback absolument. Et pour continuer sur la santé mentale, comment ceci peut subir un impact des stresseurs financiers, je peux vous donner un exemple avec un patient qui, après avoir commencé la dialyse, n'était pas capable de retourner au travail, pas parce que il était incapable de travailler ou de désir, mais c'était un de ces scénarios où l'emploi du patient, c'était dans une région éloignée où il y avait pas assez de place dans le centre de dialyse où il habitait. Alors, il n'a pas pu retourner travailler. Et l'implication de cela, dans ce cas-ci, c'est que ce patient-ci envoyait son argent à sa famille pour aider d'autres membres de sa famille. À ne pas pouvoir continuer à être gagne-pain pour le reste de la famille, juste ça. Ça a été très difficile pour le moral de cette personne-là, même peut-être pire que l'ajustement à la maladie physique, d'être obligé de s'ajuster à ce nouveau rôle de ne plus être un gagne-pain pour la famille, d'avoir l'impression d'avoir abandonné sa famille. Ça a été très dur pour cette personne-là. Alors, il faut parler des considérations de santé mentale lorsqu'il y a des stresseurs financiers. Ça, c'est simplement un exemple. Tout le monde est unique, bien sûr, et il y a d'autres considérations qui peuvent survenir. Great. Okay, so we've talked about Bon, on a parlé des conséquences et certainement, j'ai vécu ce genre de conséquences, mais l'idée que les choses empirent, plus on attend, plus les choses empirent, ça, c'est une idée très importante.
Et en partie, c'est parce que les choses prennent du temps. Si vous contactez quelqu'un pour avoir de l'aide et votre travailleuse sociale a trouvé un programme ou un service pour vous, souvent, il y a un temps pour faire application, faire une demande, soumettre une demande. Parfois, il faut attendre quelques mois. Moi, je me souviens, lorsque je demandais les crédits d'impôt provinciaux, et même en Ontario, le Trillium Drug Plan, toutes ces choses-là prennent du temps. Et parfois, il faut faire son retour d'impôt au début de l'année. Vous n'avez pas fait les impôts de l'année dernière. Alors, plus vous vous y mettez, plus vous allez avoir les conseils dont vous avez besoin, vous allez pouvoir remplir la paperasse et j'espère que vous n'aurez pas besoin d'attendre autant pour cette aide. Parce que si vous devez payer de votre poche pendant plusieurs mois avant que votre aide financière arrive, vous pouvez vraiment vous creuser un trou profond pour vous-même. Surtout si vous avez la dette de carte de crédit, des choses comme ça. Et là, le stress financier augmente encore plus. Bon, je vois deux autres questions qui viennent d'arriver. Oh, je vais juste ajouter un point à ce que tu as dit. Souvent, il y a des patients qui n'ont pas fait leurs impôts pendant plusieurs années. Et vous avez raison, Trillium ou même le crédit d'impôt pour les handicapés. Moi, je me souviens d'un patient qui n'avait pas vu de médecin en plusieurs années et qui voulait être sur le programme provincial pour les handicaps, mais il n'avait pas les cartes d'assurance maladie. En tout cas, il avait perdu il y a plusieurs années. Il n'avait pas de certificat de naissance. En tout cas, il a fallu faire toutes sortes de choses avant de faire l'étape. Il fallait faire une étape précédente. Avant de faire l'étape précédente, il fallait faire une étape précédente, l'étape précédente. Et parfois, oui, ça prend beaucoup de temps. Alors, mieux vaut commencer plus tôt. Oui, les impôts. Pour les gens qui écoutent peut-être pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait ces impôts, pour plusieurs patients, surtout s'ils profitent de programmes pour les handicaps provinciaux, souvent ces revenus-là sont libres d'impôts et même si vous êtes sur le CPP, eh bien, vous êtes sous les seuils. Alors, pour plusieurs patients, ils ne doivent rien année après année. Alors, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs pour faire les impôts. Peut-être qu'ils ne veulent pas avoir le chèque de retour d'impôt parce qu'ils n'en auront pas, alors ils ne font pas leurs taxes. Et si ça dure longtemps et tout à coup, vous avez besoin de prouver que vos revenus étaient si bas que ça, eh bien, tout à coup, vous avez toutes ces années-là à vous rattraper pour faire vos retours d'impôt. Oui, bon point. Mais il y a aussi des coûts associés avec faire ces impôts. Ce que Revenu Canada fait, ils affichent une liste de cliniques sur les impôts dans différentes régions qui ont des gens qui vont vous aider à préparer vos retours d'impôts si votre revenu est assez bas et ils ne facturent pas pour ça. Alors, ça, c'est une autre raison pour laquelle si vous n'êtes pas, si vous avez des problèmes, contactez les travailleurs sociaux. Nous, par exemple, dans notre région, l'Armée du Salut faisait ça toute l'année, pas seulement durant la saison des impôts. Alors, il y a des ressources qui sont disponibles pour les gens, d'accord? En fait, une de mes amies utilise une de ces cliniques des impôts, oui. Bon, la première, c'est vraiment un commentaire pour la personne qui mentionnait que c'est difficile de suivre si on parle trop vite pour les personnes malentendantes. On va essayer de ralentir pour les personnes malentendantes. Désolé. Bon, avez-vous des conseils pour les patients et ou leurs familles qui ont l'impression que les choses sont sous contrôle et qui ne veulent pas contacter leur travailleur social du Rhin parce qu'ils s'imaginent avoir tout contrôlé? Vas-y, Nanette. La première chose que j'ai pensé lorsque j'ai entendu cette question, c'est si vous êtes à l'aise de parler avec votre médecin de famille, ça, c'est certainement quelque chose que vous pourriez explorer. Bon, dépendamment de comment la question a été libellée, tout membre de l'équipe de traitement, que ce soit le néphrologue, peut-être l'infirmière avec laquelle cette personne, le patient, a une relation de confiance, peut-être la nutritionniste ou peut-être certains programmes ont d'autres personnes dans l'équipe de soins. Alors, le kinésiologue, par exemple. Alors, la personne avec laquelle vous êtes le plus à l'aise de parler, c'est bien. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être la travailleuse sociale. Parfois, s'il y a dans ce scénario, bon, quelqu'un ne veut pas travailler avec vous directement, moi, je peux travailler dans les coulisses, dans l'arrière-scène, et quand même fournir le soin, les conseils sans avoir le contact direct avec le patient. Ou s'il est une autre travailleuse sociale dans la communauté, on peut travailler en collaboration. Une fois de plus, je peux être à l'arrière
l'arrière-scène, je n'ai pas besoin de fournir des soutiens directement. Si, ça peut être un obstacle pour certaines personnes. People don't know what social workers do on the Parfois, team. c'est que les gens ne connaissent pas le rôle des travailleurs sociaux rénaux dans l'équipe. Je pense qu'on a mentionné un peu plus tôt que certains patients avaient une certaine expérience, les travailleurs sociaux. Donc, parfois, c'est simplement de présenter notre rôle, d'expliquer ce qu'on peut faire pour aider et de mentionner certains des programmes. J'essaie toujours d'expliquer aux gens les trucs, impôts que la Fondation du Rhin suggère, par exemple, réclamer leur kilométrage, en plus des crédits d'invalidité disponibles. Donc, leur donner peut-être une brochure expliquant quels sont nos services. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un travailleur social nécessairement. C'est OK aussi. Mais il y a peut-être des choses dont ils ne sont pas au courant que nous connaissons et qu'on pourrait leur offrir. Oui, et si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel, aider à atteindre certains programmes de la Fondation du Rhin. Ils ont beaucoup de ressources sur leur site web. Et il y a également l'appui des pairs. Ils ont beaucoup de programmes avec les pairs. Et là, on peut discuter. Ils peuvent également rejoindre des gens des patients dans leur région qui pourraient leur venir en aide. Donc, c'était très avantageux pour moi et ça m'a permis d'être en contact avec d'autres patients. Et ça a été thérapeutique, c'était amusant, intéressant. Bon, la question suivante, c'est un peu plus compliqué et nous avons 10 minutes encore avant d'en arriver à nos remarques de clôture, mais est-ce qu'on peut régler certains problèmes de littératie en santé et de racisme qui peuvent empêcher les gens de demander de l'aide? Nanette, tu avais des commentaires là-dessus? J'avais fait un commentaire plus tôt. Il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de bonnes relations dans le passé avec les travailleurs sociaux, le système de santé. Ça, on le reconnaît. Et ça prend un certain temps avant de bâtir ces relations. Donc, j'espère toujours que nous pouvions travailler pour créer ces relations, les établir afin d'être en mesure d'offrir le meilleur service possible. J'aimerais beaucoup mieux avoir quelqu'un qui vienne me voir et me dise, peu importe quel est le problème, bon, j'ai des problèmes à cause de ABCD et qu'on en parle. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais nous pouvons reconnaître le passé et nous pouvons voir ce qu'il est possible de faire pour régler les besoins présents. Oui, souvent il y a d'autres services, d'autres personnes avec lesquelles nous pouvons établir des contacts. Nous avons quelqu'un, qui est pivot pour les Autochtones. Donc, parfois, on va travailler ensemble, on va visiter les patients ensemble. S'ils ont un certain traumatisme à venir à l'hôpital, nous allons aller les voir. On va essayer de travailler, de les référer à certains services communautaires. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui a des contacts avec des services de travailleurs sociaux. Il y a des services où on va faire une thérapie individuelle. Si les gens ont besoin de ressources plus thérapeutiques, on peut les référer à d'autres ressources et à d'autres ressources. Donc, il y a également possibilité d'aider les gens au niveau de la paperasse nécessaire pour avoir les crédits d'impôt. Mais parfois, nous référons beaucoup de gens en crise. J'ajouterais que ça m'est arrivé dans le passé et parfois ça demande
J'essaie de penser quelle est la meilleure façon de l'exprimer. En tant qu'équipe, nous devons être prêts à voir de quelle façon nous offrons nos services. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour changer les choses, de sorte que ce soit plus sensible à tout ce qui se passe. Donc, j'espère qu'il y aura une certaine volonté de mon groupe d'essayer d'accommoder autant que possible les besoins de ces patients. Oui, et le rôle je vous dirais que le travailleur social est probablement la personne qui va militer davantage pour vous. C'est la seule personne qui ne fait pas partie du corps médical proprement dit. Donc, nous, en tant que travailleurs sociaux, on parle davantage le même langage que vous et on peut discuter de façon non médicalisée. Et ensuite, on peut parler à l'équipe s'il y a un problème. Oui, et au niveau du côté littératie en santé, j'ai observé certains traitements donnés à des patients. En fait, au niveau du personnel infirmier, c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ce n'est rien de compliqué. Mais de mon point de vue à moi, où c'est plus difficile, peut-être si je me mets dans la peau d'un nouveau patient, c'est différent et ça nous permet de discuter cela en tant qu'équipe, de toujours se remettre dans la peau du patient et de voir comment le patient perçoit tout cela. Prenez le temps en tant qu'infirmier, infirmière à expliquer et ce n'est pas simplement de dire, ben voilà, on fait ça tous les jours et c'est comme ça que ça se fait, c'est tout. Oui, ce sont de très beaux sujets, des sujets très profonds. Et bon, je sais qu'on a fait effleurer la surface aujourd'hui, mais le réseau est immense et je pense qu'à la fin de la journée aujourd'hui, vous aurez entendu beaucoup de discussions, beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous devons passer au sujet suivant. Alors, je vais attendre un peu pour répondre aux questions qu'on aborde le sujet suivant. Donc, le dernier, c'était de demander de l'aide. Quelles étaient les conséquences de ne pas demander cette aide? Et essayer de voir comment on peut régler ça, cette difficulté à demander de l'aide. Vas-y, Ned. Non, non, ça va. Je peux en faire une partie, mais je pense qu'on a parlé beaucoup de toutes ces choses-là pour normaliser tout cela. Tout le monde fait face à des problèmes financiers à un moment ou à un autre. Pas tout le monde, mais une grande partie des gens. Donc, demander de l'aide au niveau financier, ce n'est pas différent d'aller voir votre médecin pour régler un problème médical. Notre banque alimentaire aide. Vous savez, nous savons que la nourriture est souvent aussi importante que les médicaments. Donc, votre médecin peut vous faire une prescription qui vous aidera à aller à la banque alimentaire et enlever certains traumatismes à ce niveau-là. Il y a d'autres déterminants de la santé aussi. Quand votre revenu ne répond pas à vos dépenses, ne suffit pas à couvrir vos dépenses, il y a de l'aide aussi. Je voulais ajouter cela. Et je sais que on a souvent l'impression d'être seul dans la position dans laquelle on se retrouve, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'on reçoit des appels tous les jours et que vous avez droit à cette aide. Et je sais que cela peut être difficile de demander de l'aide. On peut se sentir inconfortable à le faire. Je sais que parfois les gens se sentent mal à l'aise, mais on peut en parler. On peut parler de ce qui vous rend mal à l'aise. Et je vous rappelle que si vous êtes éligible à tout cela, si ça peut vous être disponible, pourquoi ne pas aller le chercher?
Peut-être vous n'en avez pas besoin maintenant, mais vous en aurez peut-être besoin plus tard. Et parfois, comme on le disait, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, avant d'en arriver à une période de crise, parlons-en maintenant. Ouais, c'est important de défoncer cette barrière, cette stigmatisation. J'ai un ami qui était près de la retraite lorsque la COVID est arrivée et lorsque le programme d'appui pour la COVID et que le gouvernement aidait, il était travailleur autonome, il devait payer des frais dans des bureaux, beaucoup de bureaux fermés. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'il y avait peu de travail pour lui et il ne voulait pas d'aide. Bon, ça va, mais il ne voulait pas profiter des programmes de COVID. Donc, finalement, commencer à gruger ses économies de retraite et tout cela. Et après mes réflexions, il s'est dit, peut-être j'aurais dû profiter du programme. C'était là pour remplacer les pertes de revenus générées par cet événement imprévu. Que la COVID. Et la COVID, bien sûr, on ne s'y attendait pas, mais a changé la façon dont le monde fonctionne maintenant. Il nous reste 2 minutes, donc je pense qu'on peut répondre à une dernière question avant de terminer. Alors, quels sont les critères utilisés pour être référé à une clinique rénale? Est-ce que c'est le taux de GFR, le taux de filtration, le déclin du taux de filtration? Alors, je pense que ça varie selon les provinces. Les critères peuvent être différents pour référer un patient à un néphrologue, etc. En Ontario, je crois que vous êtes éligible, vous verrez un néphrologue après être allé à la clinique avec une équipe multidisciplinaire. Lorsque votre GFR est à 30 votre taux de filtration rénale est de 10 ou quelque chose comme ça, je crois que ce sont les chiffres. Corrigez-moi si je me trompe. Mais nous avons également une diététicienne ontarienne. Je pense qu'elle le fait partout à travers le Canada, qui travaille avec les patients au niveau privé. Vous ne vous qualifiez pas, mais vous voulez quand même avoir de l'information sur votre régime alimentaire. En Alberta, je vous dirais que je ne fais pas partie de l'équipe pré-soins, mais certains néphrologues font partie d'équipes multidisciplinaires, alors que d'autres ne le sont pas. Donc, il y a des différences en fonction des néphrologues et je crois que, bon, mon expérience à voir avec les patients sous dialyse, donc ils ont accès à toute l'équipe, peu importe où se trouve le néphrologue. Oui, je pense que les gens ne commencent pas la dialyse avant que leur taux de filtration soit très faible, 9 ou 10, quelque chose comme ça, mais ça varie selon les provinces. Oui, il y a beaucoup de changements. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont à l'extérieur des 2 provinces dont nous avons parlé, parlez à votre médecin de famille, voyez quelles sont les références possibles. Si vous n'avez pas de résultats, vous pouvez aussi appeler l'hôpital de la plus grosse ville de la province, demander à parler à leur équipe rénale ou la clinique de dialyse ou quelqu'un qui peut vous donner une idée, du moins, de ce que vous pouvez faire pour avoir de l'aide. Oui, ou contacter la Fondation du Rhin. Ils vont vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Oui, définitivement, la branche locale de votre Fondation du Rhin. Bon. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre temps. Donc, on va terminer. Nous avons entendu parler d'à quel point ça pouvait être difficile d'avoir un fardeau financier. Nous avons couvert plusieurs aspects. Donc, je vous dirais en terminant, comment peut-on dire à quelqu'un qui vit avec la maladie rénale, comment faire face au stress? Comment améliorer sa vie?
Eh ben, un message, à mon avis, que j'aimerais que tout le monde ait en repartant d'ici. Venez nous parler. Venez nous parler si vous êtes à l'aise pour le faire ou parlez à la personne avec qui vous êtes le plus confortable de parler. On pourra discuter de ce qui peut ou non être disponible pour vous. Utilisez vos appuis formels et informels. On a parlé beaucoup aujourd'hui des programmes d'appui par les pairs de la Fondation Durand. Les gens, au cours des dernières années, à cause de la COVID, ont été relativement isolés. Donc, c'est important d'établir des liens. Et c'est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Une chose qu'on dit souvent, c'est OK de ne pas bien aller. Les choses ne sont pas faciles. Le monde est en train de sortir de la COVID. Tout le monde vit une incertitude. On ne sait pas trop ce qui s'en vient. Donc, face à cette incertitude, c'est important de se concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle et non pas les choses qui sont hors de contrôle. Il y a un psychiatre qui est un survivant de l'Holocauste qui a dit lorsque nous ne sommes plus capables de changer la situation, eh bien, ça nous met au défi de nous changer nous-mêmes. Et autre point que j'aimerais mentionner, c'est l'importance de prendre soin de soi. C'est très important quand on essaie de passer à travers des moments difficiles, de prendre soin de nous. On peut essayer de développer un plan qui nous permettra de répondre à nos propres besoins. On pense souvent que c'est égoïste de penser à toi, mais ce n'est pas le cas. Et l'aide pour soi peut être de demander de l'aide, de demander à des gens autour de vous, d'établir vos limites, de rester à la maison, de refuser certaines choses, de prendre soin de vous ou de prendre un pas de recul et d'analyser les choses. Et pour terminer, Deepak Chopra, qui était un auteur, disait, le bien-être est un voyage et vous devriez prendre les premiers pas et croire en vous-même pour amorcer ce voyage. Oh, super comme citation pour terminer la réunion. Ceci étant dit, nous en arrivons à la fin de cette séance. Alors, je voudrais remercier tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. J'aimerais remercier Corinne, Nanette et Joe, encore une fois, d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à présent à participer à notre prochaine session, Voyager avec une maladie rénale à 1h30. Nous espérons vous y voir.